Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce jeudi 7 mars. Assassinat, famine et maladie, l'entité sioniste poursuit son génocide contre les Palestiniens dans la bande de Gaza pour le 5e mois consécutif où 30 800 Palestiniens sont tombés en martyrs. Des familles palestiniennes témoignent à l'initiative de l'Algérie devant le Conseil de sécurité des atrocités infligées par les forces de l'occupation à Gaza. Et à la veille du 8 mars, journée internationale des droits des femmes, le président algérien Abdelmadjid Tebboune salue le rôle pionnier de la femme algérienne et sa capacité à assumer avec mérite les missions et responsabilités. Et puis les Sénégalais éliront bien leur président fin mars et entrevoient ainsi une sortie de la crise provoquée par le report de l'élection. Bonsoir à tous. 30 800, c'est le nombre de Palestiniens tombés en martyrs dans la bande de Gaza depuis 5 mois de génocide perpétré par les forces de l'entité sioniste. Durant ces 5 mois, 72 300 Palestiniens ont été également blessés. La plupart des victimes sont des enfants et des femmes. D'ailleurs, et à la veille de la Journée internationale des droits des femmes, le Bureau central des statistiques palestiniens a affirmé que 9 000 femmes étaient tombées en martyrs depuis le début de l'agression sioniste contre la bande de Gaza. Au cours des dernières 24 heures, 9 massacres ont été commis contre des familles dans l'enclave palestinienne, faisant au moins 83 martyrs et 142 blessés. Et rien que ce jeudi, au moins 38 Palestiniens sont tombés en martyrs et des dizaines d'autres ont été blessés lors de nouveaux bombardements de l'occupant sioniste contre plusieurs secteurs de la bande de Gaza. Et les attaques les plus meurtrières de ce jeudi ont fait 35 martyrs et des dizaines de blessés. Les bombardements ont visé principalement des maisons dans la région d'El Hasseina, à l'ouest du camp de Nusayrat, et Al-Baraka, dans la ville de Deir el-Balah. Les avions d'occupation ont également bombardé une maison dans le quartier d'El Jeneina, à l'est de la ville de Rafah, au sud. Et sur le terrain, toujours 3 Palestiniens sont tombés en martyrs et 15 autres ont été blessés lorsque les chars des forces de l'occupation ont tiré des obus d'artillerie sur les citoyens au centre de la ville de Gaza alors qu'ils attendaient des camions d'aide chargés de farine. Et l'armée de l'entité sioniste bombarde tous azimuts depuis le début de son agression, n'épargnant ni femmes ni enfants. Certains parviennent à être secourus, à l'exemple de la petite Hala, âgée d'à peine 15 ans, qu'on a pu extraire des décombres au bout de 3 jours d'angoisse, durant lesquels elle était en contact avec le monde extérieur grâce à son téléphone. Et face au nombre très important de morts quotidiennement, les Palestiniens de la ville de Rafah, à l'extrême sud de la bande de Gaza, ont organisé ce jeudi un enterrement de masse pour des personnes non identifiées décédées des suites des frappes des forces de l'occupation. Je suis ici pour voir mes enfants, mon fils. Où est-il?
Où il est allé, car je veux voir si mon fils a été enterré ou pas encore. Quels humains peuvent regarder nos restes ainsi? L'humanité s'effondre pour certaines personnes parce que nous sommes des humains. Et vous n'êtes pas humains parce que vous n'appartenez pas à l'espèce humaine. C'est vous qui n'appartenez pas à l'espèce humaine. Même si nous mourrons tous et qu'il ne reste qu'un seul enfant, nous ne quitterons pas El-Quds et nous ne quitterons pas notre pays, la Palestine. Par ailleurs, et selon l'Observatoire euro-méditerranéen des droits de l'homme, le taux de mortalité dû à la faim et à la malnutrition augmente de manière alarmante dans la ville de Gaza et vers le nord, alors que l'entité sioniste continue de commettre des crimes génocidaires pour le 5e mois consécutif. Grave conséquence de l'échec de la communauté internationale à faire pression sur l'entité sioniste pour la contraire à mettre fin au génocide en cours. Et quand elles ne tombent pas sous les balles des forces de l'occupation, les femmes palestiniennes subissent les pires horreurs, comme l'a rapporté Hadil Al-Dahdour, une Palestinienne de 28 ans confrontée à toutes sortes de violences durant sa détention par les forces israéliennes avant d'être libérée. Ils m'ont mis, moi et les jeunes, dans un trou. Les jeunes hommes étaient assis en face de moi. Un des soldats m'a enlevé mon hijab. J'ai commencé à pleurer, j'avais peur. Je lui ai demandé de porter mon hijab. Il a commencé à se moquer de moi et à refuser de remettre mon hijab. À ce moment-là, j'avais peur et j'étais anxieuse. Mon mari a été battu. Un soldat a tiré 2 fois en l'air et m'a dit « J'ai tué ton mari ». Le char a commencé à jeter du sable vers moi et les hommes. J'ai essayé de m'enfuir pendant que j'étais menottée, mais le char ne cessait de se rapprocher de nous. J'ai commencé à pleurer, demandant au soldat ce qu'il allait nous faire. Il m'a répondu « Je veux t'enterrer vivante dans ce trou et laisser les chiens te manger ». Et des familles palestiniennes ont partagé leurs expériences douloureuses et leur vécu des événements horribles survenus depuis le 7 octobre dernier devant le Conseil de sécurité. C'était lors d'une réunion informelle d'échange organisée au siège de l'ONU par le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies à New York, l'ambassadeur Ammar Benjama. Une réunion ayant regroupé les représentants permanents des pays membres du Conseil de sécurité onusien et des membres de familles ayant souffert des atrocités des forces d'occupation à Gaza. Les gens vivent dans les tentes, à même le sol, dans les services, dans des conditions peu hygiéniques, avec un traitement médical inférieur à la normale. Nous avons pu faire beaucoup de travail. En fait, ils nous demandaient simplement de transmettre un message de cesser le feu. Nous vivions à l'hôpital, nous entendions les bombardements tous les jours, les avions, les bombardements. Les patients arrivaient aux urgences tous les jours, nous les soignions, mais nous avons perdu beaucoup de patients. Et devant le Conseil de la Ligue arabe, cette fois l'Algérie, et par la voix de son chef de la diplomatie, Ahmed Attaf, a affirmé poursuivre ses efforts et démarches et mener d'autres tentatives jusqu'à ce que le Conseil de sécurité assume ses responsabilités envers le peuple palestinien pleinement et sans ambages. Une position réaffirmée lors des travaux de la 161e session du Conseil de la Ligue arabe au niveau ministériel. Neila Hamouda. L'Algérie, épine dorsale du soutien à la cause palestinienne, réaffirme sa détermination à acculer le Conseil de sécurité dans ses derniers retranchements. Lors de la 160e session du Conseil de la Ligue arabe, Attaf a dépassé les simples dénonciations de la sauvagerie des crimes sionistes à Gaza pour aller vers des mesures concrètes permettant d'arrêter cette agression. Il a appelé à élever le plafond du soutien à la Palestine au niveau arabe. Sur instruction ferme du président de la République, M. Abdelmajid Tebboune, l'Algérie, qui a fait de la cause palestinienne sa préoccupation principale, est le fil conducteur de toutes ses actions depuis son entrée au Conseil de sécurité, poursuivra ses efforts et démarches et mènera d'autres tentatives jusqu'à ce que le Conseil assume ses responsabilités envers le peuple palestinien pleinement et sans ambages.
Le chef de la diplomatie algérienne a également appelé les membres de la Ligue arabe à mener des actions devant l'ONU pour le gel de l'adhésion de l'entité sioniste. Il a appelé pour entreprendre une série d'actions pour mettre un terme aux atrocités de l'occupant sioniste dans la bande de Gaza. Quant au deuxième niveau de priorité qui nous concerne en tant que groupe arabe, que nous devons prendre en considération dès aujourd'hui, et cela relève de la nécessité et de l'obligation, il se matérialise dans la levée de l'immunité qui protège depuis si longtemps l'entité sioniste, protégée par un régime spécial, caractérisé par des traitements de faveur, de distinction et d'exception qui ne s'appliquent qu'à elle. Ahmed Attaf a invité ses pairs à faire en sorte que l'organisation rejoue son rôle dans le soutien indéfectible à la cause palestinienne. Il a plaidé aussi pour le rejet de ce qui est actuellement avancé par l'occupation sioniste sur l'avenir de Gaza. Il n'y a d'avenir pour Gaza que dans le cadre d'un État palestinien indépendant et souverain sur les frontières de 1967 avec Al-Quds comme capitale. L'occupant doit savoir qu'il n'a aucun veto à opposer à l'établissement d'un État palestinien initié il y a 76 ans par les Nations Unies. Il doit également comprendre que la légalité internationale protège l'établissement de cet État et que le consensus international à cet effet demeure en faveur du projet national palestinien. L'Algérie appelle à entreprendre les démarches nécessaires pour permettre l'État de la Palestine, pays frère, de devenir membre à part entière de l'ONU. L'Algérie a réitéré son appel à la rupture des relations diplomatiques avec l'entité sioniste, tout en soulignant la nécessité de renforcer les perspectives d'une solution politique et de battre en brèche toute thèse de l'occupant sioniste sur l'avenir de Gaza. Le Conseil de la Ligue arabe soutient la position algérienne. Il a exhorté le Conseil de sécurité à obliger l'occupant sioniste à stopper son évacuation de force des Palestiniens et à autoriser l'acheminement de l'aide humanitaire vers Gaza. Ainsi, les appels internationaux se multiplient pour que cesse ce bain de sang, à l'instar de la Chine qui a appelé ce jeudi à un cessez-le-feu immédiat à Gaza. C'était lors de la traditionnelle conférence de presse annuelle du ministre des Affaires étrangères. La catastrophe de Gaza a une fois de plus rappelé au monde que le fait que les territoires palestiniens soient occupés depuis longtemps ne peut plus être ignoré, que le souhait longtemps caressé par le peuple palestinien de créer un pays indépendant ne peut plus être éludé et que l'injustice historique subie par le peuple palestinien ne peut pas continuer pendant des générations sans être corrigée. Par ailleurs, l'Union européenne a condamné ce jeudi à l'approbation par l'administration de l'entité sioniste d'un projet de construction de nouvelles colonies, soit plus de 3426 unités de logement en Cisjordanie occupées, soulignant que les colonies étaient interdites par le droit international. Et l'Afrique du Sud a demandé à la Cour internationale de justice d'imposer de nouvelles mesures d'urgence à l'entité sioniste face à ce qu'elle a décrit comme une famine généralisée résultant de l'agression de l'occupant sioniste à Gaza. C'est la deuxième fois que Pretoria demande des mesures supplémentaires à la plus haute juridiction de l'ONU qui siège à La Haye, sa première demande en février ayant été rejetée. Dans l'actualité également de ce jeudi, je vous en parlais en titre, les Sénégalais savent à présent qu'ils éliront leur président fin mars et entrevoient ainsi une sortie de la crise provoquée par le report de l'élection, mais ils doivent encore s'entendre plutôt sur une date exacte à l'heure d'entrer précipitamment en campagne. La présidence annonçant le premier tour pour le 24 mars, le Conseil constitutionnel le fixant au 31 mars du même mois. Kherdin Batash.
Les manchettes des journaux ont été remaniées à la dernière minute. Ça grouille dans les rédactions de presse, c'est pour cause. Le couperet est tombé mercredi soir. Le peuple sénégalais ira aux urnes le 24 ou le 31 mars prochain pour élire son nouveau président. La saga de l'élection présidentielle au Sénégal a pris fin hier. Le dernier acte a été joué par un protagoniste devenu clé durant les dernières semaines. Il s'agit du Conseil constitutionnel qui tranche et fixe la date du prochain scrutin, et ce après avoir invalidé l'échéance proposée par le président Macky Sall au moment où les regards étaient tournés vers l'Assemblée nationale sénégalaise, où les députés s'apprêtaient à voter un projet de loi d'amnistie. Dans la foulée, le chef de l'État sénégalais dissout le gouvernement et libère son Premier ministre, candidat à cette présidentielle, afin qu'il puisse se consacrer à la campagne. Cette information qui vient de nous parvenir, dissolution du gouvernement, le Premier ministre Amadou Ba, remplacé par Maître Sidiki Kaba, l'actuel ministre de l'Intérieur. Nous y reviendrons. À Dakar, et après de longs mois de blocage politique, la rue donne son opinion entre soulagement et crispation. Et comme tout Sénégalais, aujourd'hui, on se sent soulagé d'avoir écoulé cette question qui nous posait énormément de tergiversations. C'est une bonne nouvelle pour la démocratie sénégalaise parce que durant ces derniers mois, le Sénégal a été confronté vraiment à une situation un petit peu difficile au niveau social, au niveau économique. Voilà, les étudiants et tout le monde était dans une situation un petit peu angoissante et stressante. Je pense qu'enfin le Sénégal va pouvoir respirer à nouveau. Je trouve la date trop proche. Elle aurait pu être repoussée d'un peu plus pour que la campagne électorale se déroule le mieux possible. Ces élections sont très serrées et dans ce même contexte, voter une loi d'amnistie malgré toutes les personnes tuées est trop. Chacun doit se mettre à la place des familles. Dans un effort pour désamorcer les tensions, le Parlement a fini par approuver mercredi la loi d'amnistie proposée par Sall, qui pourrait potentiellement accorder une amnistie à des manifestants et des membres de l'opposition impliqués dans les manifestations anti-gouvernement au cours des 3 dernières années. Je vous en parlais également en titre. Nous sommes à la veille de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes. Une occasion pour le président algérien Abdelmadjid Tebboune de saluer le rôle pionnier de la femme algérienne et sa capacité à assumer avec mérite les missions et responsabilités. Dans son message à cette occasion, le président algérien a aussi affirmé que l'Algérie nouvelle ne saurait exister sans compter sur la femme, jouissant de ses pleins droits dans la dignité et le respect, fier de son nationalisme et sa citoyenneté. Par ailleurs, et toujours à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a présidé ce jeudi à Alger une cérémonie organisée en l'honneur de la femme algérienne au Centre international des conférences Abdelatif Rahal, sous le slogan « La femme algérienne, lutte, acquis et perspective », où il a été procédé à la distinction d'un nombre de femmes émérites et créatives dans divers domaines. ذلك رئيسة فريق الطاقات المتجددة وأنظمة الطاقة الكهربائية في مخبر التميز للأبحاث بجامعة بداية 2 تحظى بشهادة تقدير. Allez, activité parlementaire, le vice-président de l'Assemblée populaire nationale algérienne, Mounder Bouden, a présidé ce jeudi une réunion en sa qualité de président du groupe géopolitique africain de l'Union interparlementaire internationale, une réunion préparatoire pour la 148e Assemblée générale de cette organisation prévue fin mars courant à Genève. Allez, parlant énergie, le groupe algérien Sonatrach a procédé ce jeudi à la signature d'un contrat avec la société italienne Techniquement SPA
Le contrat confié à la société italienne consiste en la réalisation en EPC d'un complexe pétrochimique pour la production de linéaire alkylbenzène à Skikda, à l'est de l'Algérie, une matière première essentielle entrant dans la production des détergents et des nettoyants industriels. La production annuelle attendue de ce complexe pétrochimique est de 100 000 tonnes qui couvriront les besoins du marché national de ce produit actuellement importé. Les éventuelles quantités excédentaires seront destinées à l'exportation. Et à noter également que le délai de réalisation de ce projet est de 44 mois pour un montant global de 1,05 milliard de dollars équivalent, dont 32% en dinars algériens. Une fois le projet rentrera en production, en 2027, l'Algérie n'aura pas besoin d'importer ce produit. Et on aura la satisfaction du marché national et en même temps on pourra aussi exporter. Donc ça rentre dans la politique du président de la République, Abdelmajid Tebboune, pour valoriser nos ressources hydrocarbures et pour produire ce qui est nécessaire pour le pays afin d'éviter les importations. La nouvelle usine Lab ajoutera de la valeur à la diversification des produits pétrochimiques en produisant 100 000 tonnes an de linéaire alkylbenzène, un intermédiaire rentable et biodégradable utilisé dans la production des détergents et des nettoyants. Nous célébrons aujourd'hui en gardant à l'esprit qu'à partir de demain matin, nous commencerons à travailler dur pour livrer le projet à son attraque dans les délais convenus. Et enfin, direction les États-Unis, où le discours sur l'état de l'Union du président américain pour cette année prend un relief particulier. Joe Biden cherchera ce jeudi devant le Congrès à faire décoller sa campagne contre Donald Trump, qui a promis de son côté de corriger le discours en direct. L'ex-président a désormais le champ libre depuis le retrait de Nikki Haley, largement distancée lors du Super Tuesday. Souila Kilal. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le Super Tuesday a bien réussi à Donald Trump. Le candidat républicain a raflé la mise avec une série de victoires éclatantes qui lui assurent une avance très confortable, voire insurmontable, pour l'investiture de son parti en vue de la présidentielle de novembre. Eh bien, merci beaucoup. Il s'appelle Super Tuesday pour une raison. C'est une question importante. Et ils me disent, les experts et autres, qu'il n'y a jamais eu de tel. Il n'y a jamais eu quelque chose d'aussi concluant. C'était une nuit incroyable. Une nuit incroyable. Une journée incroyable. Cela a été une période incroyable dans l'histoire de notre pays. L'ancien président l'a emporté dans quasiment tous les États en jeu, battant lourdement sa dernière rivale républicaine Nikki Haley, qui a finalement décidé de jeter l'éponge. Elle a toutefois privé Donald Trump d'un grand chelem en remportant le Vermont. Si Donald Trump l'a emporté dans 14 États sur les 15 en jeu, des éléments suggèrent qu'après les primaires, le nécessaire élargissement de sa base électorale ne sera pas aisé. Dans la poignée d'États disputés qui décideront en novembre prochain du résultat de l'élection, Donald Trump aura besoin de récolter les voix des républicains modérés et des indépendants, au-delà de ses fidèles partisans. Selon un sondage CNN, 66% des électeurs de Nikki Haley en Caroline du Nord pensent que le milliardaire n'est pas apte mentalement ou physiquement à être président. Et 81% d'entre eux affirment qu'ils ne soutiendraient pas automatiquement le gagnant des primaires de leur parti. Les frasques judiciaires de Donald Trump n'ont pour le moment pas dissuadé son électorat. Mais si l'ancien président venait à être inculpé, cela pourrait nuire à son avenir politique. De son côté, Joe Biden, président candidat à sa réélection, n'affronte aucun concurrent sérieux côté démocrate, mais son soutien indéfectible à l'entité sioniste et au génocide commis depuis 5 mois à Gaza s'est immiscé dans sa campagne et l'a fragilisé, portant un sérieux coup à sa notoriété politique.
Donald Trump est donc quasiment assuré d'un match retour contre Joe Biden après sa victoire triomphale de mardi. Voilà, et on arrive à la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur le site d'Al24 News ou à travers les différentes plateformes en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Excellente fin de soirée à tous.